Merci beaucoup, Claire Chazot, de votre introduction. Je voudrais effectivement, avant de commencer cet exposé, vous dire à quel point je suis heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que je viens faire un exposé devant le congrès du BPPC. Je crois à Reims, à Lille, à Bordeaux, je crois, plusieurs fois. Et c'est toujours pour moi un très grand plaisir d'être ici, d'avoir la possibilité de discuter avec vous. Et de remercier donc tous les membres de la section locale du DPPC, Claire Chazot, Thierry Puyot et tous leurs collègues pour leur remarquable organisation et la manière dont ils ont très gentiment organisé mon voyage ici. Alors, j'ai changé légèrement le titre de mon exposé en mettant plus l'accent sur les horloges atomiques, plus que sur les atomes ultra-froids, parce que nous sommes ici à Besançon, une ville tout à fait privilégiée pour l'étude des horloges. J'ai mentionné ici simplement un certain nombre d'organismes dont notre laboratoire dépend. Le Collège de France, j'étais pendant 30 ans professeur au Collège de France, je suis maintenant professeur honoraire. L'École normale supérieure, où est situé mon laboratoire et qui a été dirigé pendant un certain nombre d'années par mon ami Étienne Billon qui est ici. Le CNRS, bien sûr, nous sommes laboratoire associé au CNRS. Et depuis quelques mois, un nouvel organisme a été créé dans la région parisienne qui s'appelle l'Institut francilien de recherche sur les atomes froids, qui essaye de coordonner et de fédérer tous les laboratoires de la région parisienne travaillant dans ce domaine et de les subventionner un petit peu parce que nos crédits ne sont pas très très brillants. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi de mettre l'accent sur les horloges atomiques en essayant d'expliquer peut-être un peu plus en détail que je ne le fais d'habitude comment fonctionne une horloge atomique. Donc, dans une première partie, je vais rappeler le principe des horloges, et en fait, comme l'unité de temps est définie à partir de l'atome de césium, j'essaierai d'expliquer en détail le principe de l'horloge à césium. Je vous montrerai ensuite l'importance de la durée de l'interaction atome-champ électromagnétique pour obtenir des raies étroites permettant de verrouiller l'oscillateur sur la fréquence atomique de manière aussi précise que possible. Évidemment, on se pose la question à ce moment-là, comment rendre cette raie aussi étroite que possible. Alors, il y a deux manières, où on augmente les dimensions de l'horloge, et je vous parlerai à ce moment-là de l'idée très intéressante de Ramsey, qui introduit ce qu'on appelle maintenant les phrases de Ramsey, ou alors, au lieu d'augmenter la longueur, on diminue la vitesse, et à ce moment-là, automatiquement, les atomes froids semblent intéressants parce qu'ils ont des vitesses plusieurs ordres de grandeur plus basses que les vitesses des atomes thermiques. Et donc, dans une deuxième partie, je parlerai des atomes ultra-froids, des forces exercées par la lumière sur les atomes et de la manière dont on peut utiliser ces forces pour ralentir et refroidir un échantillon atomique. Ensuite, ça me permettra de passer aux horloges atomiques utilisant des atomes ultra-froids, d'abord sur Terre, et à cause de la gravité qui fait tomber les atomes une fois qu'on les a refroidis, on est obligé de les lancer en l'air, et c'est ce qu'on appelle les fontaines atomiques. Et puis on peut aussi se débarrasser de la gravité en allant dans l'espace. À ce moment-là, je vous parlerai des horloges spatiales. Et enfin, il me semble intéressant de terminer cet exposé par quelques applications de ces horloges ultra précises qu'on sait réaliser maintenant. Donc je commence par la première partie, mesure du temps et horloge atomique. Alors, la mesure du temps est basée sur un phénomène périodique, défini par sa fréquence nue, sa période de sur nue, et dans tout cet exposé, plutôt que la fréquence nue, j'utiliserai la fréquence angulaire, oméga égale 2pi nu. Est-ce qu'on ne peut pas... il manque une partie du transparent ici. Bon, c'est pas grave, c'est oméga égale 2pi nu, qui est la fréquence angulaire. Dans la suite de cet exposé, j'appellerai la fréquence carrément oméga, sans faire la distinction entre oméga et nu. Alors, exemple de phénomène périodique. Alors, pour mesurer la durée d'un intervalle, on regarde combien de périodes sont contenues dans cet intervalle de temps. Comme exemple de phénomène périodique, il y a bien sûr la rotation de la Terre sur elle-même, autour du Soleil, le pendule pesant, les oscillateurs à quarks qui équipent toutes nos montres, maintenant, et puis bien sûr la fréquence nu-A d'une transition atomique entre deux niveaux d'énergie A et B, d'énergie EB et A, et on sait d'après la relation de Planck que EB moins EA est égal à H mu-A, où mu-A est la fréquence du rayonnement émis ou absorbé au cours de cette transition, qu'on peut aussi écrire en multipliant, en divisant par 2pi, H sur 2pi qu'on appelle H bar, que multiplie 2pi nu A, qui est la fréquence angulaire oméga, H bar oméga, H étant la constante de Planck donnée par cette valeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une horloge atomique? Le principe général d'une horloge atomique est représenté ici. On a un oscillateur qui génère une onde électromagnétique dont on peut balayer la fréquence de manière continue en
balayant la fréquence de cette onde électromagnétique, on décrit une transition atomique, on provoque une résonance entre deux niveaux atomiques, V et A, et on obtient, comme on obtient en physique toujours, une courbe de résonance dont la fréquence centrale oméga A est la fréquence de la transition atomique et qui a une certaine largeur que j'appellerais delta oméga. Alors, ce que l'on fait ensuite, c'est que j'ai dessiné ici l'allure de cette probabilité de transition si l'on parle de l'état A, d'arriver dans l'état B, lorsqu'on excite l'atome par l'onde électromagnétique. Cette courbe, donc, a une courbe de résonance, a une largeur delta oméga. Ah, c'est dommage, c'était mieux avant. Et au moyen d'un cerveau mécanique, d'une boucle de correction, on corrige la fréquence de l'oscillateur de manière à maintenir la fréquence de l'oscillateur centrée, pas trop quand même, encore un petit peu par là. Voilà, ça c'est très bien. On maintient la fréquence de l'oscillateur, ici, centrée sur la fréquence atomique. On a ainsi réalisé un oscillateur dont la fréquence est verrouillée sur la fréquence atomique. Il n'est plus libre de se promener, de varier comme il veut dans le temps. Sa fréquence est toujours égale à la fréquence atomique. C'est ça qu'on appelle une horloge atomique. Et il est clair, quand on voit cette figure, que plus delta oméga, la largeur de la résonance, est faible, plus l'asservissement sera précis. Donc, il est important d'avoir des raies fines pour faire des bonnes horloges atomiques. Alors maintenant, quelle est la définition internationale de la seconde? Par convention internationale, on définit maintenant la seconde de la manière suivante. La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyper fins, F égale 4 et F égale 3, de l'état électronique de l'atome de césium. Alors que veulent dire ces nombres quantiques F égale 4 et F égale 3? C'est le spin total de l'état fondamental, somme du spin de l'électron 1,5 et du spin du noyau de césium qui est 7,5. Où ils sont parallèles, 7,5 plus 1,5 ça fait 4. Où ils sont antiparallèles, 7,5 moins 1,5 ça fait 3. Donc il y a deux niveaux d'énergie hyper fins dans l'état fondamental, avec des énergies magnétiques différentes. Et la fréquence correspondante, c'est celle qui permet de définir la seconde. Voilà, c'est dessiné ici. Et ce qui est important, c'est que, c'est ça l'importance des phénomènes quantiques, tous les électrons de l'univers sont équivalents, tous les noyaux de césium sont équivalents, et par conséquent, toutes les fréquences, tous les atomes de césium sont les mêmes, et donc la fréquence d'un atome de césium dans l'état fondamental, c'est quelque chose d'universel. Deux atomes de césium différents, l'un situé ici, l'autre à New York, à Moscou, à Paris, ils auront tous la même fréquence. Bien sûr, s'ils sont dans les mêmes champs extérieurs, même champ magnétique, même champ électrique. Alors, les problèmes qu'il nous faut résoudre maintenant, ils sont au nombre de deux, c'est peut-on calculer la forme de cette courbe de résonance? Peut-on calculer sa largeur delta oméga? Et une fois qu'on a compris quels sont les facteurs qui influent sur delta oméga, comment rendre delta oméga aussi petit que possible? Alors, je dessine ici le schéma de principe d'une horloge à césium. On a un jet atomique de césium qui sort d'une enceinte chauffée à température suffisamment élevée, 400 degrés Kelvin. On a donc un jet effusif d'atomes de sodium qui sort avec une certaine vitesse V, une certaine distribution de vitesse, V, qui traverse une cavité électromagnétique, une cavité micro-ondes, résonnante pour la fréquence que j'ai donnée tout à l'heure, dans laquelle donc règne un champ électromagnétique de cette fréquence oméga 0. Les atomes rentrent, ils sont sélectionnés dans l'état F égale 3, et on regarde la probabilité pour qu'après avoir traversé la cavité, ils soient dans l'état F égale 4. Et on se pose la question, quelle est la probabilité P de A vers B qui soit dans l'état B? Alors d'abord, quelle est la perturbation que ces atomes ressentent? En dehors de la cavité, ils ne voient pas de champ. Après la cavité, ils ne voient pas de champ. Ils ne ressentent l'effet du champ qu'à l'intérieur de la cavité. Et s'ils ont une vitesse V, la cavité ayant une longueur L, ils interagissent pendant un temps tau qui est L sur V. Et pendant ce temps tau, ils voient un champ électromagnétique que j'ai schématisé ici, qui est une onde sinusoïdale. J'utilise des notations complexes, il faudra en principe prendre la partie réelle de cette quantité, exponentielle moins i oméga 0t, qui est la fréquence de l'onde qui est ici, que multiplie une enveloppe, qui est dessinée en pointillé ici, S de t, qui est nulle quand l'atome est ici, et nulle quand l'atome est ici, et maximum quand l'atome est à l'intérieur de la cavité. Donc c'est une enveloppe qui a la forme d'une courbe en cloche, qui est nulle pour t égale moins l'infini, t égale plus l'infini, et qui a une largeur delta tau, t de l'ordre de tau, le temps traversé.
Alors, la mécanique quantique permet de calculer, en essayant de résoudre l'équation de Schrödinger, la probabilité pour que, partant initialement de l'état f égale 3, on aboutisse ici dans l'état f égale 4, sous l'effet de cette perturbation. Et le résultat est donné ici, c'est un résultat perturbatif, calculé par la mécanique quantique, allant le plus bas en champ, c'est-à-dire quand le champ est suffisamment faible, et on trouve le résultat suivant, que P de A vers B est proportionnel, il y a des facteurs qui ne dépendent pas de oméga 0, et ce qui est important, c'est que la partie qui dépend de la fréquence, c'est le module au carré de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la perturbation f de t que multiplie exponentielle i oméga a de t dt, où oméga a, je vous le rappelle, c'est la fréquence atomique entre les deux niveaux. Alors, si vous regardez cette expression, ça vous rappelle quelque chose, c'est la transformée de Fourier qui apparaît. En effet, toute fonction f de t peut être mise de manière générale sous la forme d'une somme d'exponentielles, exponentielle moins i oméga t, de toutes les fréquences possibles oméga. C'est-à-dire f de t peut toujours être écrit sous la forme un coefficient, somme de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle moins i oméga t, multiplié par une fonction g de oméga et intégrée sur oméga. Et si on a cette relation, on peut l'inverser et montrer que g de oméga s'exprime en fonction de f de t par cette intégrale. F de t et g de oméga sont appelés transformées de Fourier l'une de l'autre. Et ce que nous avons vu ici, ce que nous exprimons ici, c'est que finalement, la probabilité de transition, à l'ordre le plus bas en champ, est proportionnelle au module au carré de cette quantité-là, qui n'est autre que la transformée de Fourier de la perturbation à la fréquence oméga A de la transition atomique. Alors ça a une interprétation physique très simple. Tout phénomène dépendant du temps, on peut l'analyser en composante de fréquence. Il a un contenu en fréquence, et chaque fréquence a un certain poids. Et si on porte le poids de cette fréquence en fonction de la fréquence, on obtient la densité spectrale du phénomène étudié. Et ce n'est pas étonnant de trouver que la probabilité de transition, c'est la densité spectrale de la perturbation à la fréquence oméga A de la transition atomique. C'est cette fréquence qui va provoquer la transition de A vers B. Alors, cette intégrale, on peut la calculer dans des cas simples. Si on prend par exemple une enveloppe gaussienne, si on prend pour f de t exponentielle moins i oméga 0 t que multiplie exponentielle de moins t2 sur τ2, une gaussienne de largeur tau, à ce moment-là, l'intégrale se calcule exactement et on trouve que g de oméga est proportionnel à est aussi une gaussienne exponentielle de moins oméga 0 carré τ2 sur 4. Je redessinais de nouveau la perturbation f de t et sa transformée de Fourier qui est une gaussienne centrée en oméga 0 et de largeur delta oméga 1 sur tau. Alors pour avoir la forme de Ré, il faut prendre cette courbe au carré, la calculer à oméga A et balayer oméga 0. De sorte que si je prends cette courbe, je l'élève au carré, je prends sa valeur pour oméga égale oméga A, j'obtiens une courbe de résonance centrée en oméga A avec une largeur qui est la largeur de cette gaussienne. Vous voyez que quand l'exposant ici est de l'ordre de 1, ça décrue par un facteur 1 sur E, et donc la largeur est de l'ordre de delta oméga égale 1 sur tau. Donc la largeur de la perturbation est tau, et la largeur de la courbe de résonance est 1 sur tau. Ça c'est un résultat important. Et à ce moment-là, ça permet d'introduire quelque chose, une idée importante, qui est la relation des certitudes temps-fréquence. Si une perturbation a une largeur tau temporelle, sa transformée de Fourier a une largeur 1 sur tau, et le produit des deux largeurs est de l'ordre de 1. Si je diminue la largeur de f de t, j'augmente la largeur de g d'oméga et réciproquement. Donc plus delta t est petit, c'est-à-dire plus la durée d'interaction est courte, plus la largeur delta oméga de la résonance est grande. Et ces résultats que j'ai établis de manière simple sur une courbe gaussienne demeurent bien sûr valables si je prends une courbe autre que gaussienne qui a la même forme, une courbe en cloche, centrée en oméga A et ayant une largeur de l'ordre de tau. Alors, ceci pour vous donner une image physique, je fais une analogie avec un problème d'acoustique. Vous savez qu'un instrument de percussion, comme un tambour, donne des impulsions sonores qui ont un spectre de fréquence extrêmement large. D'accord? Si vous voulez amplifier avec un ampli un instrument de percussion et avoir une fidélité à la reproduction, il faut que toutes les fréquences contenues dans cette impulsion soient amplifiées avec le même gain. Sinon, vous déformez, bien sûr, l'impulsion. Donc, pour garder une amplification fidèle, il faut que l'amplificateur ait une large bande. C'est pour ça que pour avoir un bon ampli qui ait une dynamique suffisante pour reproduire des percussions, il faut un amplificateur à large bande.
Et évidemment, si je multiplie la relation ici, delta t, delta oméga par h bar, si je définis delta t égale taux, h bar delta oméga égale delta e, égale h bar sur taux, j'obtiens la relation d'incertitude, delta t, delta e de l'ordre de h bar, c'est-à-dire que plus court est le temps de mesure, moins précise la mesure de l'énergie de notre système. Voilà. Alors, quelques ordres de grandeur maintenant. Les transitions microns de 9 milliards, etc., c'est 9, 10 puissance 9 Hz, c'est 9 GHz, 9,2 GHz. Ça correspond à une longueur d'onde C sur nu qui est de l'ordre de 3 cm. Donc la longueur d'onde de la transition du césium, qui est utilisée dans l'horloge, est de l'ordre de 3 cm. Et si on veut faire une cavité résonante à cette fréquence, on ne peut pas faire une cavité de dimension bien supérieure à la longueur d'onde. Donc la largeur de la cavité est typiquement de l'ordre de quelques centimètres, 3 cm. Les jets atomiques qui sortent d'un four ont des vitesses de l'ordre de 300 mètres par seconde, et 3 cm en 300 mètres par seconde, le temps d'interaction est de l'ordre de 10-4 secondes. Alors comment on peut essayer d'allonger ce temps? On ne peut pas tellement allonger la cavité. Alors il y a eu une idée extrêmement ingénieuse, il y a un certain nombre d'années, de Norman Ramsey, qui a été d'utiliser non pas une cavité, mais deux cavités. Alors l'idée de Ramsey, c'est d'utiliser donc deux cavités de largeur L, séparées par une distance grand L, beaucoup plus grande petit L. Donc l'atome passe une cavité, puis sort et passe à la deuxième cavité. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que dans la résonance, la courbe de résonance, apparaissent des structures dont la largeur est déterminée non plus par 1 sur tau, mais par 1 sur t, où t c'est le temps de passage d'une cavité à l'autre, qui est N sur V, beaucoup plus long que le temps de passage dans une cavité. Alors voici Norman Ramsey, qui est un professeur que je connais depuis très longtemps. J'ai suivi ses cours quand j'étais élève à l'école normale supérieure. Il était aux Ouches et on le revoit tout le temps. Je l'ai encore revu il y a 3 mois à Innsbruck, à une conférence internationale de physique atomique. Il a 91 ans. Il est toujours actif. Il faisait encore une communication. C'est un homme extraordinairement sympathique et dynamique et chaleureux. Alors, comment on peut calculer les forces de Ramsey? C'est la suivante. C'est que maintenant la perturbation vue par l'atome, c'est la porteuse à la fréquence oméga 0, multipliée par une première enveloppe correspondant au passage dans la première cavité, et une deuxième enveloppe, passage dans la deuxième cavité. Si j'appelle f de t l'enveloppe, on peut écrire f de t maintenant sous la forme e puissance i oméga 0 t, s de t plus t sur 2 qui s'annule, l'argument de s s'annule pour t égale moins t sur 2, plus e puissance i oméga 0 t, s de t moins t sur 2, l'argument s'annule pour t égale t sur 2. Donc la forme de la perturbation, c'est cette porteuse là, à la fréquence oméga 0, avec une première enveloppe ici et une deuxième enveloppe ici. La distance entre les deux étant grand T, moins T sur 2 plus T sur 2, et chaque enveloppe ici ayant une largeur tau. Et si on prend pour S une gaussienne, on sait calculer la transformée de Fourier de cette quantité, on sait calculer la transformée de Fourier de chacune d'entre elles, et on trouve un résultat très simple, c'est exponentielle moins oméga 0 au carré tau 2 sur 4, c'est la même chose que la transformée de Fourier de ceci, que multiplie un cosinus de oméga moins oméga 0, grand T sur 2, ou grand T maintenant, on voit apparaître grand T le temps de passage d'une cavité à l'autre. Et si on prend cette transformée de Fourier, qu'on élève au carré, et qu'on apporte en fonction de oméga 0, on obtient maintenant une courbe qui a l'allure suivante, qui est une sinusoïde de fréquence de période 2π sur grand T, avec un profil ici, une enveloppe ici, qui est de largeur 1 sur tau. Mais on voit apparaître maintenant des raies très étroites à l'intérieur de ce profil large. Donc on voit apparaître des franges d'interférence de période 2π sur t à l'intérieur du profil de largeur 1 sur tau associé à une seule cavité. Alors, ceci nous rappelle quelque chose de bien familier en optique, qu'on fait l'expérience avec de diffraction par une fente. On a un profil de diffraction. Si on passe d'une fente à deux fentes, on voit apparaître en optique des franges d'interférence qui sont les fameuses franges d'Young, avec une interfrange déterminée par la distance entre les deux fentes, à l'intérieur d'un profil de diffraction déterminé par la largeur de chaque fente. C'est le même phénomène parce qu'effectivement, on peut démontrer que la diffraction en optique, c'est aussi une transformée de Fourier, non plus temporelle, mais spatiale. Donc c'est pas étonnant qu'on trouve des phénomènes analogues. Et je voudrais peut-être, j'ai beaucoup réfléchi, à essayer de donner une interprétation physique aussi simple que possible de ces franges. Et j'ai trouvé l'interprétation suivante. Imaginez que vous ayez une balançoire, avec lesquels on joue avec ses enfants, ses petits-enfants, qui a une fréquence propre oméga A, et je néglige l'amortissement de la balançoire. La balançoire se balade comme ça. Alors pour la mettre en mouvement, je lui applique pendant un certain temps tau
une poussée périodique, un dispositif de poussée, un moteur qui les pousse comme ça. Et quand c'est cette poussée qui met la balançoire en mouvement, alors la poussée est à la fréquence oméga 0, le mouvement propre de la balançoire est à la fréquence oméga A, mais le temps que j'applique la poussée est suffisamment court pour que la différence entre oméga A et oméga 0 ne se fasse pas sentir, donc les deux oscillations sont en phase. Et puis je sors le dispositif de poussée, je débranche la poussée, et je laisse d'une part la balançoire continuer à osciller toute seule, et le dispositif de poussée continuer à osciller, mais sans être en contact avec la balançoire. Et au bout d'un temps t, je réapplique le dispositif de poussée à la balançoire. Comme oméga A, fréquence de cette oscillation, et oméga 0, fréquence de cette oscillation ne sont pas les mêmes, au bout d'un certain temps, les deux oscillations vont se déphaser de pi. Et elles vont se déphaser de pi au bout d'un temps tel que oméga 0 moins oméga t égale pi. À ce moment-là, vous voyez que si je rapplique la poussée après un temps t tel que les deux oscillations se sont déphasées de pi, à ce moment-là, au lieu que la poussée aille dans le même sens que la balançoire, la poussée ici va aller dans le sens opposé, et la balançoire va s'arrêter.